Bonjour à tous, bienvenue à notre dernier webinaire Parole d'expert de la saison. Ce sera notre dernier avant notre coupure estivale. Bienvenue au nouveau. Rapidement pour me présenter, avant de présenter notre expert du jour, moi c'est Swad, cofondatrice de Fasterclass. Je suis en charge de la pédagogie et Fasterclass, pour ceux qui se connectent pour la première fois avec nous, Fasterclass est un organisme de formation dédié aux soft skills et on a pour mission d'aider les dirigeants et leurs équipes à co-construire une performance collective durable. Comme toujours, on espère avoir un webinaire le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à interpeller Margot ou moi. Et d'ailleurs, notre intervenante du jour, donc notre experte, c'est Margot Sion, coach et formatrice Fly the Nest. Ça fait un moment que Margot travaille avec Fasterclass. On a construit avec Margot et pour notre plus grand plaisir, notre parcours sur le management, donc les fondamentaux du management. Donc, c'est notre intervenante qui a vraiment porté ce projet-là et qui nous accompagne auprès de tous nos clients sur ces sujets-là. Aujourd'hui, Margot, avant de te donner la parole, si tu veux compléter ta présentation, je vais revenir sur déjà le sujet parce qu'il ne vient pas de Fasterclass, c'est toi qui es venu nous proposer ce sujet parce que ce sont des remontées terrain, ce que tu as pu observer, c'est ce que tu vois auprès soit des clients de Fasterclass ou soit d'autres. Et le sujet du jour, c'est pourquoi les bons managers deviennent-ils de mauvais managers? Voilà, je te laisse compléter, Margot et voilà, je rappelle au chat, n'hésitez pas à interagir avec nous. Donc bonjour à toutes et tous. Merci Swat pour ma présentation de moi. Cette thématique m'est venue en fait parce qu'en effet, je vois de plus en plus de bons managers, et on va revenir sur c'est quoi un bon manager, mais de bons managers qui, à un moment donné, décrochent ou deviennent de mauvais managers, ou en tout cas de moins bons managers. Et donc, j'avais envie d'interroger avec Fasterclass, avec vous aujourd'hui, quels sont les déclencheurs, qu'est-ce qui fait qu'un bon manager à un moment donné devient moins bon manager, et qu'est-ce que l'organisation et peut-être même les équipes RH dans l'organisation peuvent faire pour, alors, agir quand ça se passe comme ça, et peut-être qu'est-ce qu'elles peuvent faire en amont pour prévenir et éviter ces situations-là. Comme Swad le disait, l'objectif, c'est vraiment, enfin, moi j'aime bien quand il y a de l'interaction, quand je suis pas seule. Alors il y a Swad avec moi, mais quand même quand on n'est pas deux en conversation. Donc allez-y dans le chat, vraiment, on a envie de vous entendre. Et on a envie de vous poser une première question pour démarrer et pour vous faire réfléchir avec nous, qui est un bon manager pour vous. Déjà, qu'est-ce que c'est en fait? Quels sont un peu les ingrédients d'un bon manager? À quoi vous voyez que ce manager est un bon manager? Vous pouvez écrire dans le chat pour participer avec nous. Ne nous laissez pas seuls, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je peux donner des premiers éléments, mais enfin ce que je pense, mais ça risque d'être un peu de la triche. En plus, je vois qu'il y a pas mal de nos clients, donc vraiment n'hésitez pas à nous dire pour vous, de par votre expérience. À l'écoute, ok. Donc un manager qui est à l'écoute de son équipe, des collaborateurs, j'imagine, Armel. Ouais, écoute Écoute active. active. Ouais, reviens. Équitable juste, fait l'équilibre entre la performance et le développement de son équipe. Ouais, je vais revenir sur la notion de performance. Structure l'action commune, oui. Je vais revenir aussi. Juste, qui s'adapte à chacun. Oui. Vous avez, donne le cap. Le cap. Génial. Ok. Finalement, rien qu'avec ce que vous avez écrit là, vous êtes 5-6 à avoir répondu. Rien que ça, on se dit, ouais, c'est pas si facile d'être un bon manager. Donner du sens, aider l'équipe à performer durablement. Oui, le durablement est important, je trouve. Assure le cadre et incarne la responsabilité, c'est embarquer les équipes. Vous voyez, on peut faire une liste longue. Très longue même. Finalement, le rôle de manager, c'est quand même pas si facile. Et comme je le dis d'ailleurs tout le temps, c'est un rôle à part entière en fait. C'est des responsabilités au-delà du rôle opérationnel qui peut continuer à avoir. Et d'ailleurs, jongler entre la casquette opérationnelle et la casquette de manager pour une personne qui est manager, c'est pas toujours facile. Et moi, dans les formations que j'anime, j'ai tout le temps, oui, j'aimerais bien faire plus de one-to-one, de mieux suivre les objectifs de mes collaborateurs, etc. Mais
je manque souvent de temps parce que j'ai aussi de l'opérationnel à faire. Accompagne, coach, fais grandir. Ouais, c'est un peu la liste au Père Noël à un bon manager, tout à fait. Moi, je dirais qu'un bon manager, c'est celui qui allie à la fois la performance et l'engagement, durablement. La performance, c'est autour de, finalement, que chacun permette, soutienne, fasse pas partie, mais soit un bout de l'engrenage de la réussite de l'entreprise, de la vision de l'entreprise qu'elle souhaite atteindre. Et l'engagement, c'est vraiment le sentiment de faire partie de ça et d'avoir envie de participer à ça. Et pour moi, c'est vraiment les deux ingrédients clés qui recoupent, qui sont les deux grands chapeaux, on va dire, de aussi ce que vous avez amené. Et pour moi, le rôle de manager, il a deux piliers très forts, qui est l'accompagnement individuel de chaque collaborateur. Et ça va avec ce que vous avez dit sur comment j'adapte mon management à chaque personne de mon équipe, au niveau d'autonomie de chaque personne de mon équipe, comment je m'assure d'avoir posé le cadre individuel de chacun, est-ce que les objectifs de la personne sont clairs, est-ce qu'on les suit dans le temps, est-ce qu'on parle régulièrement de son parcours, de sa projection professionnelle, etc. C'est vraiment comment, en tant que manager, je vais accompagner chaque personne à performer et à se développer, ce qui est souvent source d'engagement pour chaque collaborateur. Et puis le deuxième pilier, c'est plus la dynamique collective, où il y en a plusieurs qui ont dit donner du sens, ça rentre quand même beaucoup dans le collectif, donner le cap. Il y avait quelque chose autour de vous êtes plusieurs à parler, structurer l'action commune. Et en fait, ça, c'est vraiment autour de la dynamique collective. Comment je fais en sorte que quand je manage plusieurs personnes, il y ait un sentiment commun, une dynamique collective et que finalement, désolé, c'est très tarte à la crème, mais comment notre action commune est plus forte que l'addition de chacun de nous, quoi. Voilà. Et donc, c'est vraiment un travail, deux piliers différents, l'accompagnement individuel et la dynamique collective, et alors qui se rejoignent sur certains points, mais avec des rituels et des pratiques managériales différentes. Et ce qui favorise vraiment ça et ce qui soutient le rôle d'un bon manager, c'est un manager qui favorise la sécurité psychologique, qui est un des concepts et des pratiques qui nous tient à cœur avec Fasterclass, où il y a 4 niveaux, 4 étapes, on va dire, autour de la sécurité psychologique. Là, je vous les passe vite si vous avez des questions. Enfin, je vais vous les citer, les 4, mais on passe vite si vous avez des questions, bien sûr, dessus et vous voulez qu'on approfondisse un peu. Posez les questions dans le chat, mais ce n'est pas quand même le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, la sécurité psychologique, c'est vraiment le cadre que le manager réussit à mettre, et l'entreprise et la culture d'entreprise, pour permettre à chaque collaborateur d'être performant et finalement engagé. Le premier niveau, c'est l'inclusion. Est-ce que je me sens, en tant que collaborateur, faire partie du groupe, du collectif, déjà au niveau de mon équipe, mais aussi plus global de l'organisation. Ensuite, c'est le cadre d'apprentissage. Est-ce que je me sens est-ce que je peux apprendre en tant que collaborateur? Est-ce que je me sens assez en sécurité pour tester, expérimenter? Tout ça, c'est la phase d'apprentissage. Ensuite, il y a l'étape de contribution. Est-ce que c'est clair pour moi quel est mon rôle dans l'organisation, à quoi je contribue, quel sens aussi ma contribution a. Et quatrième étape, c'est autour de challenger, de venir questionner, interroger ce qui est fait, nos pratiques dans l'entreprise, dans l'équipe. Et ça demande vraiment de se sentir en sécurité, en confiance, en se disant, si je vais challenger ce que mon manager a proposé, je ne vais pas derrière me prendre un retour de bâton ou me sentir jugée, avoir des remarques, etc. Et c'est vraiment, c'est du travail de passer en tant que manager à travers ces 4 étapes et d'accompagner son équipe pour favoriser ce cadre de sécurité psychologique. J'ai une question, Margot, qui me vient spontanément en voyant le schéma. Oui. Imaginons, je suis jeune manager, je prends une nouvelle équipe. Ce sont des étapes chronologiques, c'est un process. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à l'étape apprentissage s'il n'y a pas eu l'inclusion. En tout cas, il n'y a pas. Oui, c'est plutôt l'inclusion, c'est le premier niveau. Et s'il n'y a pas un sentiment d'appartenance, la personne ne se sentira pas assez à l'aise, par exemple, pour remettre en question, aller challenger, etc. Parce qu'il se sent exclu du groupe. Moi, cette étape-là, ça me fait vachement penser à, je ne sais pas si vous avez fait des colos quand vous étiez petit ou même à l'école en groupe, quand on se sent exclu du groupe, rejeté,
en fait, on se sent pas bien pour proposer des nouveaux jeux, pour proposer nos idées, et cetera. Ou même, encore, ça peut nous arriver quand dans d'autres Très situations, juste, ouais. parfois amicales, sur des moments, et quand il n'y a pas ce sentiment d'inclusion, en fait, on ne peut pas être bien pour être dans les autres étapes, par exemple. OK, très Donc clair. vraiment, en effet, pour rebondir là-dessus, je trouve que un manager qui devient manager d'une nouvelle équipe pour lui, la première question à se poser, c'est OK, est-ce que chaque personne de mon équipe se sente inclus? Et donc, du coup, si c'est pas le cas, et ça peut être OK, hein, c'est comment je peux l'aider à l'inclure? Qu'est-ce que je peux faire au niveau individuel de cette personne, mais aussi au niveau collectif? OK. Raphaël, après, il peut y avoir aussi des détracteurs qui challenge par principe, mais je contribue pas. Oui, il y a oui, tout à fait. Des personnes qui, en fait, souvent, c'est des personnes qui sont réfractaires à des changements mis en place ou qui ont pris l'habitude. Enfin, ils expriment une insatisfaction en allant challenger, c'est clair. Et ça ne veut pas dire que. Ouais, c'est un autre sujet, tout à fait. Mais tu as raison, ça, Hem, faut le gérer. du coup, Margot, il me semble que tu avais une question maintenant qu'on a posé la base, et la Oui, définition d'un bon manager. Je pense que tu avais une question pour ceux qui nous écoutent? oui. Moi, j'ai envie de savoir, comme ça, à la louche, hein, et d'après cette définition que j'ai partagée avec vous, quel est le pourcentage de bons managers dans votre organisation? Sachant que enfin, allez-y, comme vous voyez, on n'a pas le nom de votre organisation, donc allez-y, enfin les autres participants n'ont pas, donc vous pouvez partager librement. C'est plus pour se donner un ordre d'idée et pour pouvoir comparer aussi. Mm. Ah, ok, Isabelle, on va y revenir. Est-ce Mmh, que ouais. vous êtes à l'aise pour passer dans le chat? D'après la définition que je viens de vous partager, combien de pourcentage de managers dans votre organisation correspondent au bon manager? OK, 75%, pas mal. 30%, ouais, 30%, OK. sûr. 80%. C'est avec 2 Pauline différentes. Ouais, qui ont 2 chiffres différents. En fait, ça dé Ouais, et l'avantage, c'est que le 30%, enfin, qu'on soit à 30 ou 80, bon, il y a toujours une marge de manœuvre et parfois les 1res, pour passer par exemple de 30% qui semble un chiffre un peu bas à 50-60%, enfin passer la moyenne même, finalement parfois il suffit de mettre en place des actions. Il y a les fondamentaux du management et quelques actions clés autour de bien cadrer les objectifs, faire du feedback, comment je suis les objectifs, etc. Rien que de mettre ça, les fondamentaux, poser les fondamentaux, ça permet de passer de 30 à 60%, quoi. Raphaël fait référence aux chiffres, Gallup quand il dit, Ah si on oui. se dit qu'on a à peu près, je crois que c'est 12 en France, de personnes engagées et que l'engagement fait partie de Ah, l'action du manager, est-ce que ouais. ça voudrait dire qu'on a à peu près, 10 de bons managers en France? Ah, c'est une bonne question. Le chiffre me paraît très Heu, bas, en tout cas très dur. alors ouais, je sais pas répondre, je veux pas dire de bêtises, mais OK. et surtout, est-ce que ces 10 de personnes engagées sont managées par 10 de managers? Bon, tu vois, il y a ce truc-là, mais en effet, ça pose la question de, du coup, finalement, il y a peut-être pas tant de si bons managers que ça. Mais ce que j'ai vu, par contre, c'est que des bons managers de leur équipe peuvent impacter les autres équipes et être aussi, enfin, diffuser positivement leur posture auprès d'équipes dont ils ne sont pas managers. OK. D'ailleurs, moi, il y a des personnes que j'accompagne, que je coach, où ils se disent, bon, avec leur manager, ça se passe pas très bien, mais ils vont chercher une forme d'accompagnement managérial, même si c'est pas autour de la hiérarchique, mais de grandir auprès de quelqu'un d'autre qui est un père de leur propre manager. Ils vont venir se faire challenger auprès d'une autre personne que leur propre manager. OK, intéressant. Est-ce que ces chiffres, Margot, enfin, Mm. on a des chiffres plutôt bas, donc on a vu, Mm. 30 plus bas et ça va jusqu'à 80. Tu es Mm. surprise par ces chiffres ou? Alors, est-ce que je suis surprise par ces chiffres? Moi, je trouve que c'est plutôt élevé, 75%, 80%, 70%. Je trouve que c'est plutôt élevé, surtout que les RH sont souvent plus exigeantes que les autres sur les enjeux de management, parce que souvent, avec enfin, plus la tête dedans, avec une meilleure connaissance de ces sujets-là, etc., que l'ensemble des managers ou même des membres du CODIR. Donc, je trouve que c'est plutôt des chiffres plus élevés que ce que je connais, parce que moi, je pourrais percevoir comme ça.
Et pour autant, ce qui veut dire qu'on est parfaitement dans la thématique aujourd'hui sur OK, Bah ouais. comment ces 80%, je fais en sorte qu'à un moment donné, pour X raisons qu'on va voir, ils ne deviennent pas de mauvais managers. Bah, Rudy nous donne, la transition avec son observation, personnelle et effectivement, il est facile d'être bon manager sur le court terme, plus difficile de garder le cap, l'engagement, Oui. et le dynamisme sur la durée. Merci Rudy parce que ça m'amène à ma prochaine question qui est pourquoi est-ce que, ces managers Mmh. qui étaient bons, peuvent devenir de moins bons managers, voire de mauvais managers? Oui. Alors, bon, les causes, elles peuvent être multiples, c'est difficile, hein, de sortir une cause, principale. Après, ce que je vois souvent, c'est que les managers en fait, les meilleurs managers, c'est ceux qui sont le plus sollicités aussi. D'ailleurs, je viens Ouais. de l'exprimer même avant, où, un bon manager, parfois, il est sollicité même alors par son équipe, mais aussi, par, des managers, enfin des collaborateurs d'autres équipes et cetera. Et c'est souvent des personnes, qui, savent, gérer les sujets sensibles, qui abordent de manière, constructive les tensions, les conflits. On leur fait confiance. Et donc un bon manager, c'est souvent aussi celui qui est habitué à fonctionner comme ça et qui demande de l'aide, un peu, en dernier recours, voire qui en demande pas. Il a plus tendance, à faire, à ouais, avancer, à exécuter et cetera. Et donc il se dit souvent: «Ah, on se rend compte trop tard on se rend compte après coup qu'il aurait dû demander de l'aide». On a l'habitude aussi, l'organisation a l'habitude que, ça roule pour lui et donc on a tendance Mmh. à peu regarder, et se questionner sur ces managers-là. C'est comme un manager pour ses collaborateurs dans son équipe. Le manager a tendance à se focaliser sur les personnes qui sont moins engagées, moins performants que ceux qui fonctionnent bien. Mais sauf que c'est dommage parce que, même ceux qui fonctionnent bien, ils peuvent avoir besoin, de soutien, ou même de reconnaissance et cetera. C'est la même chose pour les managers. Et puis, il y a des managers aussi, et ça fait le lien avec Rudy, le court terme, qui sont excellents à une étape de l'entreprise, une étape de développement de l'entreprise, et qui sont moins adaptés, ou en tout cas savent moins, pas forcément s'adapter à la nouvelle étape de l'entreprise. C'est un peu comme, je sais pas, un médecin des années 80-90 qui utiliserait les mêmes méthodes et les mêmes protocoles et les proposerait les mêmes médicaments aujourd'hui que dans les années 90. Bon, en fait, ces réflexes, même s'ils ne sont pas mauvais, ils sont plus adaptés au contexte actuel. Et on y reviendra, mais autour des enjeux de l'IA, ça vient vraiment de challenger des managers et même des bons managers, ceux qu'on qualifie de bons managers aujourd'hui. Et c'est là où on touche un point qui, pour moi, est essentiel. Le management, c'est avant tout de la relation. C'est une personne qui est en interaction avec d'autres, avec un système, ses équipes, la direction, la culture d'entreprise, le contexte économique et donc technologique aussi avec l'IA. Et il suffit d'un petit changement ou plus gros changement pour déséquilibrer, ou en tout cas faire bouger un ou plusieurs des systèmes dans lesquels le manager est, et qui du coup, lui, va lui demander de s'adapter aussi. Et donc, parfois, pour X raisons, il va pas réussir à s'adapter, ou il va même potentiellement pas voir qu'il doit s'adapter, en fait, qu'il y a un besoin de s'adapter. Et c'est pour ça que d'ailleurs un manager peut être excellent dans une entreprise, dans la culture d'une entreprise, et moins beau dans une autre entreprise. Et même si on a pris des références, etc., parfois on peut se retrouver avec un manager qui n'est pas très bon dans l'entreprise, sans Mmh. comprendre toujours pourquoi en fait. Et voilà, tout ça pour répondre à ta À la question. question. Vas-y. Je vais juste résumer ce qui a été dit Ouais. parce que tu as donné pas mal d'éléments. Donc, si je récapitule, le premier facteur, c'est l'épuisement. Un bon manager, il est souvent sursollicité parce que justement, il est très bon et il peut compenser dans une même structure différents, éléments et le deuxième point, c'est que parce qu'il est bon, il n'a pas, l'attention, pour, voir suffisamment tôt qu'il y a un décrochage, si je Mm, comprends bien. mm, Et le troisième point, c'était, un bon manager peut ne pas s'adapter à un nouveau contexte ou à un changement. Tu as commencé à parler d'hier, on y reviendra. Mais en tout cas, il y a un manque, on mm, va dire, d'agilité. Il peut être bon dans un contexte, si le contexte évolue, ça peut impacter, ses compétences, on dirait managériales. mm, mm. J'ai bien résumé? Ouais, parfait OK. pour moi, merci. Nickel. Ça m'amène à la deuxième, enfin à la question suivante. Celles et ceux qui nous écoutent sont, principalement, des personnes qui sont, en ressources humaines. Ok. Quels sont, les signaux que ces personnes devraient, observer pour Mm. eux?
justement parler de ce manque d'attention pour identifier ces phases de décrochage? Mmh. Alors c'est pas évident, à observer, parce qu'en fait, c'est rarement une rupture franche, d'un coup, c'est où en fait, quand on voit justement qu'il y a un arrêt d'un coup, c'est qu'il y avait plein de signaux, mais petits avant, qui sont pas facilement détectables. C'est vraiment une érosion progressive souvent, mais je dirais qu'il y a 3 grands signaux, que moi je recommande d'observer. Un, une fatigue qui s'installe, une fatigue chronique, chez ce manager, souvent causée par la surcharge, qui est pas ponctuelle, hein, une surcharge qui s'installe. Le manager, il a plus le temps de manager. Comme je disais, manager, c'est vraiment un job à part entière. Et donc, il continue à apprendre, à faire, etc. Et donc, il y a une fatigue chronique qui s'installe. Pardon. Typiquement, il peut dire, comme phrase à entendre qui peut faire alerte, c'est il y en a tellement, je sais plus par où commencer, ou je me sens complètement dépassée, ou j'ai plus le temps de faire ça, etc. Pour une personne qui le disait pas avant, qui vous donnait le sentiment, un manager qui vous donnait le sentiment de gérer, de réussir à gérer l'ensemble de ces sujets, et à un moment donné, au fur et à mesure, il arrive de moins en moins à gérer, et de la fatigue managériale s'installe pour lui. Donc ça, fatigue, premier signal. Deuxième, c'est le détachement émotionnel. Celui-là, il est encore moins facile à identifier, mais c'est un manager, par exemple, qui résiste à un nouveau projet. Alors d'habitude, c'est plutôt un manager enthousiaste pour les nouveaux projets, pardon. C'est celui qui va être négatif, qui va le critiquer, qui va être peu agile, qui va pas trop le transmettre à son équipe. Après, c'est un manager qui va mettre de la distance, qui va se déconnecter progressivement, par exemple, des réunions en visio, alors qu'avant, ou qui veut plus mettre sa vidéo alors qu'il mettait sa vidéo avant, qui met du temps à répondre. Et on peut avoir tendance à penser que c'est juste qu'il est occupé, qu'il a justement beaucoup de choses à faire. Mais ça peut être du détachement émotionnel, dans le sens, ça l'intéresse de moins en moins, il se détache souvent pour se protéger, hein, d'ailleurs. Et c'est dans le détachement émotionnel, il peut y avoir aussi un manager qui va rentrer en conflit plus qu'avant, qui n'avait pas cette tendance-là, et là, qui va rentrer en conflit. Et qui va donc avoir des problèmes relationnels, que ce soit dans son équipe ou parfois pas dans son équipe, mais au sein avec d'autres équipes. Moi, ça me fait penser à un manager que j'ai coaché, là, que j'ai accompagné en individuel dans de l'industrie très technique, sur des morceaux de moteur. Un manager hyper reconnu, qui membre du CODIR, qui était de moins en moins participatif justement dans le CODIR. Il en avait marre de devoir lutter il avait le sentiment de devoir lutter pour tout, pour obtenir des choses pour son équipe. Par exemple, il a mis 18 mois à avoir des nouveaux écrans alors qu'il gérait le bureau d'études. Voilà. Et petit à petit, en fait, il s'est détaché progressivement de son équipe, en premier lieu de l'entreprise. Il est devenu un moins bon manager par ce détachement et cet engagement moins fort auprès de son équipe. Et par curiosité, pardon, juste pour tirer le fil, ce signal-là, ce manager-là, c'était lui qui a fait cette demande de coaching ou ça a été proposé par la boîte? Non, c'est un coaching qui a été proposé. Chaque membre du CODIR a eu un coaching individuel. D'accord. Et en fait, dans le coach, à travers nos séances de coaching, il s'est rendu compte, dès le début, qu'il y avait ce détachement qui s'était installé pour lui. Et il s'est posé la question, du coup, ok, est-ce que c'est ok pour moi et j'ai envie, à la limite, je regarde à l'extérieur, voilà, ou non, en fait, ça me va pas, j'aime trop mon équipe, j'aime trop ce qu'on fait, et c'est ce qui s'est passé, le cœur de notre métier, et donc je vais changer ma posture. OK. OK, très clair. Donc tu nous as partagé 2 signaux, l'épuisement, le détachement émotionnel? Oui, et le troisième, c'est la perte de sens. OK. La perte de sens, c'est pareil, c'est pas très visible tout de suite. Le manager, son équipe peut continuer à être performance, tout en décrochant au fur et à mesure et en ne sachant plus pourquoi il est manager ou pourquoi il doit faire ses actions transmises notamment par la direction. Ça arrive souvent lors d'un changement organisationnel important, un rachat, une fusion, une nouvelle stratégie de boîte, un pivot, etc. Le manager se retrouve à porter une nouvelle stratégie, des nouvelles
une nouvelle direction, etc. Et ça lui parle pas. Parfois, il est même contre parfois ce changement et ça peut arriver. Hein. Et pourtant, ils doivent expliquer et porter ses décisions et c'est ce cap, justement, on parlait de donner le cap à ses équipes. Alors là, ça fait Ok. dissonance forte entre lui, ses convictions et ce qu'il doit porter à l'extérieur. Bon, et il y a des managers qui vont afficher clairement qu'ils sont contre, d'autres qui vont le garder à l'intérieur, mais, enfin mais souvent c'est quand même perceptible par leur équipe. Et en tout cas, c'est une perte de sens importante pour lui. Et donc, il va souvent se détacher au fur et à mesure et prendre un rôle moins faire ses rituels de manager, etc. Ok, très clair. Petite... Ouais, pardon, je voulais juste. Et ce qui compte, encore une fois, c'est vraiment. Vous avez des managers qui sont peut-être là-dedans, mais les managers qui sont là-dedans, c'est plutôt des pas très bons managers. C'est de se dire, ok, qu'est-ce qui fait. Enfin, mes bons managers n'agissaient pas comme ça, et c'est de voir La le différence. switch, la différence. Et Ouais. encore une fois, c'est au fur et à mesure, hein, donc c'est pas évident, et qui s'installe dans le temps aussi. Parce que bon, on peut tous avoir des moments où on est fatigué, etc. C'est plutôt de se questionner et d'observer dans le temps, est-ce que ça perdure? Ok. Avant de passer à la question suivante, c'est juste en t'écoutant, j'ai pensé à une autre question. Enfin, les Mmh. signaux me semblent difficiles à détecter. Tu parles ça peut Ouais. être caché, il y a un changement, mais c'est un changement qui est progressif. Ça peut être passager, comme ça peut durer. Mmh. Hem, du coup, les responsables et ceux qui doivent faire attention, ça doit être les RH? C'est une bonne question. Une bonne, un bon outil, pour observer ça, c'est, les employés surveillent, pardon, les questionnaires quoi de employés où on inclut, les managers, et du coup de pouvoir détacher, même si éventuellement c'est anonyme, mais de pouvoir détacher, le vivier manager quoi, le pool manager. C'est une bonne manière, c'est un des leviers pour identifier, une des actions pour identifier ça. Et ça, c'est souvent porté par les RH. En revanche, le plan d'action, par exemple, à mettre en place, est-ce que c'est au RH de porter tout plan d'action? Pas forcément. Et la construction et la déclinaison, pas forcément. Et en effet, c'est au manager du manager de aussi être en capacité d'identifier ça et de le remonter éventuellement ou de faire appel au RH pour se faire aider. Et selon la taille de l'entreprise, une entreprise où il y a 100 personnes, la personne RH est souvent plus de proximité. Enfin, ça dépend du nombre de RH dans l'entreprise et ça dépend de est-ce qu'il y a des RH dédiés à une partie des collaborateurs Ouais, ou pas. OK, Voilà, ça dépend aussi du niveau de proximité possible dû au ratio RH nombre de collaborateurs. Quoi. d'accord. Sur ces signaux-là, il me semble que tu avais une question pour, Mmh. nos, nos Participants. auditeurs. Ouais. Alors, c'était, parmi les signaux que Margot vous a partagés, donc je répète, c'est l'épuisement, le détachement émotionnel et la perte de sens. Lequel de ces signaux, vous touche? C'est quelque chose que vous retrouvez dans vos équipes, parmi vos managers? Je ne sais pas si j'ai posé clairement la question. Vous touche actuellement, donc parmi ces 3 points, lequel vous touche davantage ou est susceptible de toucher davantage les managers de votre organisation? Est-ce que c'est plus clair? Détachement émotionnel, ouais. Les autres, n'hésitez pas à nous dire, ça peut être intéressant. Moi, je trouve que le plus compliqué à identifier, c'est le détachement, émotionnel. Mmh. Rudy nous dit: «Dans une expérience précédente, la perte de sens». Pauline: «L'épuisement». La perte de sens qui induit souvent un détachement émotionnel. C'est très juste, ouais. Donc détachement émotionnel. Mmh. Pauline: «Je trouve que c'est plus dur d'identifier la perte de sens. Il est peut-être là, mais non identifié». Mmh. Ouais, mais ça, j'imagine, c'est compliqué effectivement à percevoir. En tout cas, surtout quand ils ont des rythmes, effrénés comme tout le monde, la tête dans le guidon. Cette question du sens, je trouve qu'effectivement, elle est plus difficile à observer.
Oui, et encore plus quand quand le manager est beaucoup en remote, en visio, enfin en télétravail. D'ailleurs, l'ensemble de ces signaux sont plus difficiles quand même à identifier au quotidien, à moins d'avoir des rituels réguliers ou d'avoir ce questionnaire employé pour pouvoir détecter ces signaux. Mm. Et Pauline ajoute un refus systématique au changement. Ouais. Mais de la part des personnes qui étaient bons managers avant, il pourrait y avoir, Pauline, un refus systématique au changement de la part des bons managers? Ou après, c'est toi, Pauline, je crois, qui avait répondu 30% de tes managers sont des bons managers. Donc peut-être que c'est le refus des mauvais managers. Mm, Je vous laisse, si vous voulez, de nouveau, Pauline a mm, répondu: «Oui, c'est ça». Ok. Passons à la question, suivante parce que je vois que l'heure file. Donc on a parlé des signaux. Maintenant, j'aimerais bien aussi questionner, la temporalité. Enfin, est-ce qu'il y a Mm, des moments, est-ce qu'il y a un moment charnière où le risque est, particulièrement élevé dans la vie d'un manager? oui. Il y en a plusieurs. Je dirais qu'il y a la prise de poste, quoi qu'il arrive, de toute façon, la prise de poste d'une personne qui intègre l'entreprise ou une mobilité interne qui prend une personne qui prend un rôle de manager ou une nouvelle équipe. La prise de poste, c'est toujours un moment charnière, non Charnière. dans dans son rôle, puisqu'il prend en charge une nouvelle équipe, il doit reposer un nouveau cadre, il doit justement s'interroger sur comment je vais créer de la sécurité psychologique dans cette nouvelle équipe, ce nouveau système que j'intègre aussi. Donc, prise de poste. Deux, une période, alors ça peut varier selon le rythme de l'entreprise, le rythme de développement de l'entreprise, les enjeux, etc. Mais un moment un peu où la personne s'installe dans ce job, le manager commence à être habitué, à avoir peu de changements dans son équipe, donc souvent autour de 2-3 ans. Sa phase d'apprentissage et de connexion avec son équipe fonctionne bien, c'est un bon manager, ça roule. Et du coup, comme je vous le disais, il crée des automatismes et il interroge moins sa pratique. OK. Et enfin, mais bon, après c'est devenu un peu le quotidien aujourd'hui, c'est des périodes de transformation fortes. Donc, comme je disais, réorganisation, fusion, changement de direction, enfin de cap ou même de direction codir. Et actuellement, ce qui vient vraiment challenger tout ça, c'est ce que l'IA amène, et qui est un risk manager, enfin, en tout cas va venir questionner beaucoup, même les bons managers. Hem, d'accord, je vois juste une remarque, c'est une Ouais, question de Karine. C'est oui, pas qu'ils deviennent mauvais, en fait, c'est qu'ils se désengagent. Ils prennent leur, distance avec leur job. oui, tout à fait. Mais du coup, ils sont moins bons managers. C'est mauvais, bon, c'était pour le titre, mais c'est vrai qu'ils deviennent moins bons managers parce que quand ils sont désengagés, de fait, ils passent moins de temps avec leurs équipes, ils sont moins en connexion et donc ils encadrent moins, ils accompagnent moins chacun à se développer. Et merci Raphaël pour la nuance. Ça veut pas dire qu'ils deviennent de mauvaises personnes. Oui. Non, non, on parle de leurs compétences purement managériales, hein. Ah oui, oui. Ah oui, 100%. J'aimerais bien, Margot, qu'on fasse un focus, sur l'IA. Oui, Tu as commencé à en parler. Est-ce que tu peux dire comment ça impacte les managers? En tout cas, pourquoi on en parle dans ce sujet-là ouais. de baisse un peu de compétences et de désengagement? Oui, oui. Alors c'est bon, l'IA, le management et l'IA, c'est un sujet hyper vague. Je pense qu'il pourrait y avoir un ou même des webinaires dédiés à ça. Donc pour faire vite, l'IA, ça peut optimiser les process, l'analyse de données, produire des reporting, etc. Plein de choses qui sont utiles et pour les collaborateurs et pour les managers. Ça peut aider chaque collaborateur à travailler plus vite, à faire une présentation plus impactante, à faire de la veille, etc. Et même, ça peut aider le manager dans son rôle. Par exemple, ça peut aider le manager à préparer ou à améliorer ses feedbacks. D'ailleurs, là-dessus, Fasterclass, ils ont créé un outil pour aider les managers à préparer des feedbacks. Il s'appelle Feedbackinator, c'est ça? Akinator, c'est ça Ouais, exactement. Je vous mets le lien, hop ouais. là, si vous voulez tester. Hop, pas du tout. Hop, Donc l'IA, c'est voilà. pas qu'une menace pour les collaborateurs, pour les managers, etc. Mais moi, je ne crois pas au fait que l'IA, ça va remplacer un bon manager. Euh,
où ça va faire devenir qu'un bon manager aujourd'hui va devenir un mauvais manager à la condition qu'il se sente en capacité de s'adapter à cet nouvel environnement-là. Parce que moi, je pense l'IA, en fait, est-ce que l'IA peut créer de la sécurité psychologique? Est-ce qu'il peut créer un climat où chacun se sente inclus? Vous vous souvenez, c'est la première étape de la sécurité psychologique. Est-ce que l'IA peut vraiment apporter un cadre de confiance, de sécurité qui permette à chacun d'apprendre, d'expérimenter? Oui, avec l'IA, on peut apprendre plus de choses. Le collaborateur peut peut-être obtenir des réponses techniques sur son périmètre, sur les tâches qu'il doit accomplir. Donc peut-être qu'à la place de demander à son manager avant sur comment faire ça, il va demander à l'IA. Ce qui d'ailleurs dégage du temps au manager pour avoir plus de temps pour encadrer vraiment et accompagner les personnes plutôt que de répondre à des questions techniques. Mais en tout cas, l'IA ne peut pas apporter le cadre de confiance. Est-ce que l'IA peut s'assurer que le rôle de chacun est clair pour toutes et tous? Non. Est-ce que l'IA peut apporter un cadre qui soutient les personnes, qui les aide à oser venir challenger l'existant? Non, il peut aider les collaborateurs à venir challenger l'existant. En revanche, est-ce que l'IA peut vraiment permettre, créer le cadre pour les personnes pour qu'ils osent aller challenger? Non, en fait. Donc vraiment, le manager reste garant de ce cadre de sécurité. Moi, j'ai une conviction, pardon, juste je rebondis sur ce que tu dis, très forte sur le sujet et tu disais tout à l'heure, un bon manager, c'était aussi, ce regard au regard de la qualité relationnelle qu'il entretient avec les membres de son équipe. Donc il y a l'accompagnement, individuel plus le collectif et effectivement, je pense à des managers pour qui le métier c'était, checker des slides, et donner, fixer un peu rapidement le cap et dire: «C'est bien, c'est pas bien». Heu Effectivement, j'ai envie de dire, pour eux, on peut se sentir un peu menacé par l'IA parce qu'il y a Mmh. ce côté, ils sont passés à côté de l'aspect humain de leur métier. Ouais. Hem et j'ai envie de dire, la menace, elle est là pour les managers qui ont une vision très opérationnelle des choses Ouais. et qui n'ont pas, embrassé la partie, accompagnement humain. Ouais. Et tu vois, moi, je te rejoins sur l'idée que je pense que ça peut aider les managers à, à libérer du temps, pour, faire des one to one, passer plus de temps avec le collectif. Encore hier, tu vois, j'étais, en animation avec un collectif, il y avait des gens qui ne faisaient pas du tout de one to one et qui ne voyaient même pas l'intérêt des one to one avec, Mmh. leurs membres de leur équipe, tu vois? Mmh. Donc voilà, ouais, mais je te rejoins sur les points que pour moi l'IA, c'est pas vraiment une menace, en tout cas pour les managers. Mmh. Et en même temps, les managers, ils vont avoir un rôle clé dans l'appropriation des collaborateurs et comment l'IA va changer l'organisation et le travail des équipes. Pour moi, il y a vraiment un enjeu énorme à venir autour des managers, enfin deux. Comment j'accompagne en tant que manager chaque membre de mon équipe à monter en compétence autour de l'IA et à l'intégrer dans mon travail. Bon, il y a déjà des personnes de leur équipe potentiellement qui se jettent sur l'IA, d'autres qui en sont hyper réfractaires. Et d'ailleurs, comment peut-être éviter que ces écarts se creusent au sein d'une même équipe et au sein de l'entreprise. Donc, c'est comment le manager va accompagner l'évolution de ces métiers-là. Et d'ailleurs, là-dessus, j'ai lu un article cette semaine, la semaine dernière, d'une entreprise qui s'appelle Amplitude, qui est une entreprise américaine spécialisée qui propose un outil SaaS pour des product managers. Et ils ont dédié une semaine entière à la montée en compétences de tout le monde, de tous les métiers. Ils ont arrêté toute l'entreprise pendant une semaine pour faire monter en compétences tout le monde sur l'IA. Et chacun devait avoir au moins un projet lié à leur métier autour de l'IA. Donc, par exemple, l'équipe recrutement, ils ont monté un projet autour de comment l'IA peut aider dans le process de recrutement. Et donc, vraiment, tous les métiers se sont arrêtés pendant une semaine. Et en fait, ils ont mis ça en place parce qu'ils sont partis du principe que pour faire monter en compétence tout le monde sur l'IA, en fait, on ne peut pas le faire par petits bouts, etc. Et donc, d'organiser ça, ça permettait à chacun même ceux qui n'osaient pas y aller, d'y aller, quoi. Voilà. Donc, vraiment, le rôle des managers, accompagner leurs équipes sur l'évolution des métiers avec l'IA, et deux, je dirais accompagner l'évolution aussi de l'organisation. Ouais. Vraiment, bon, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, mais ça va probablement générer des changements d'organisation massifs qui restent encore flous. Par exemple, j'accompagne une entreprise où j'ai un accompagnement individuel d'un CPO, mais en product, donc quelqu'un qui OK. s'occupe du
produit, voilà. Et en fait, dans l'entreprise, ils ont déjà des développeurs qui ont dégagé tellement de temps en utilisant l'IA, qui demandent, OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, quoi, quels sont comment on peut s'occuper davantage. Et donc, ils commencent à prendre des responsabilités qui sont historiquement des responsabilités des product managers. Donc, ceux qui font le lien entre le business et les devs historiquement. Et donc voilà, c'est comment du coup ce manager il accompagne les développeurs à prendre ces nouveaux métiers et comment aussi ce changement est accepté par les personnes qui faisaient ces responsabilités-là avant, qui étaient responsables de ces responsabilités-là. Donc vraiment, enjeu énorme pour les managers autour de accompagner l'évolution des métiers et accompagner l'évolution de l'organisation. OK, et typiquement, ça fait partie, d'un des moments que pourraient mal vivre certains et qui, Ouais. va demander, aux organisations, Mm. du temps et de l'énergie, sur ces sujets-là, Oui. pour anticiper Mm. justement ces décrochages. Mm. Oui. Mm. Je vois que le temps file Oui. et on n'a pas, oui, on a une remarque de Rudy qui nous dit: «Les managers ne deviennent pas mauvais s'ils étaient bons. C'est probablement leur environnement qui les asphyxie. Oui. Le manager est la locomotive, il doit toujours motiver l'équipe et implémenter les décisions du codir. Si le codir se déconnecte de la réalité, ça devient compliqué». Mm. Je sais pas si tu as une remarque, à faire là-dessus, À Margot? part que je suis 100 d'accord, mais c'est que du coup, comment leur environnement, ça peut être à la fois l'environnement global, économique, technologique, et cetera, mais c'est aussi l'environnement, et je pense que c'est ce que tu dis, hein, Rudy, mais au sein de l'entreprise, et notamment le codir qui se déconnecte, et c'est bon, qui sont garants de ça au sein du codir, au sein de l'entreprise, et c'est souvent aussi les RH sur lesquels ça repose tout ça. Mais moi, ça me pose une question parce qu'encore une fois, j'ai eu un groupe hier et qui me justement, il y avait toujours le sujet de, la direction ne suit pas, la direction ne suit pas, ni la dir mais moi, je pose la question de la responsabilité des managers et de leur pouvoir d'action. Oui. Je suis vraiment pas, j'évite au maximum, en tout cas dans les messages que je transmets, ce côté un peu, fatalisme. «C'est pas de ma faute». J'ai horreur de cette phrase et je suis convaincue que, l'engagement passe par la responsabilité et que même si on pense qu'on a les mains liées, hem, déjà pour soi, il est bon de se dire qu'on peut agir, qu'on peut faire des choses. Est-ce que tu as des conseils à partager là-dessus en tout cas? Parce que je me suis sentie un peu démunie hier en me disant: «Mais qu'est-ce que je peux dire à ces managers qui pensent que, il y a rien à faire, quoi?» Ouais. Ah bah alors moi, dans ces situations-là en animation, je dis vraiment: «OK, bah alors il y a 2 choix en fait qui sont pas vous, soit vous dites: "C'est comme ça" et en effet, c'est de la responsabilité, de X, personnes, enfin du codir, voilà. Mais du coup, si vous décidez de rien faire, rien va changer, et du coup, bah, vous acceptez que c'est comme ça et grosso modo, vous arrêtez, enfin, vous pouvez plus vous plaindre quoi si vous acceptez de pas bouger ou il y a la possibilité même de changer un petit peu, mais en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour mieux vivre, et pour, que ça bouge un peu quoi?» Grosso modo, c'est comme ça que OK. je réagis. Bon, et voilà. Et j'allais rebondir encore sur autre chose, mais j'arrête parce que je vois l'heure. Non, non, mais il nous reste, 15 minutes et ensuite il y avait aussi la question donc il nous reste une dernière question, mais je voudrais prendre la question de Karine aussi, Oui. qui dit que les critères relèvent plus de la santé mentale, j'ai l'impression. Est-ce qu'un Mm. manager qui nomme son désalignement côté sens ne serait pas un manager qui prend ses responsabilités justement? Alors 100 sur la santé mentale, en effet, ça se rapproche, les 3 éléments que j'ai donnés, ça se rapproche fort des éléments à regarder, sur les risques de surmenage. Donc tout à fait Karine, que ce soit d'un collaborateur ou d'un manager. Ensuite, pour répondre à la question sur est-ce qu'un manager qui nomme son désalignement, en fait, moi je bon, mais c'est des convictions personnelles, hein, il y a pas là, moi je trouve qu'un manager qui nomme son désalignement, ça dépend auprès de qui. Moi je trouve qu'auprès de son propre manager, auprès du codir, auprès des RH, il prend ses responsabilités. En revanche, auprès de son équipe, Mmh. je suis pas sûre qu'il prenne ses responsabilités, ou en tout cas, ça risque, davantage de créer du désengagement et de la moindre performance auprès de son équipe. Et après, alors que si on se donne la définition que le rôle du manager, c'est aussi de favoriser l'engagement et la performance de son équipe, je pense que c'est contre-productif de venir nommer, le manque de sens, pour lui. Auprès de son équipe, encore une fois. Très clair. Il nous reste une, dernière question. Mmh. C'était, comment réagir, quand un manager est en difficulté, justement?
Oui, pardon, j'étais en train de répondre à Karine. Tout à D'accord, ouais. fait, Karine, c'est ça. On est d'accord. Comment on peut réagir quand un manager est en difficulté, hein, c'est ça ta C'est question? ça, ouais, ouais. Alors, mais il y a des actions déjà à court terme, des actions de là c'est le feu, la personne, le manager, on capte qu'il est, qu'il est en difficulté. Il y a un accompagnement individuel possible, que ça soit par une personne externe, donc un coaching individuel, même en mode flash. C'est pas obligé d'être 10 sessions individuelles, ça Ouais. peut être 4-5 pour venir soutenir vraiment la personne et l'aider à sortir de la tête de l'eau, et venir interroger qu'est-ce qui s'est passé pour lui aussi. Mais ça peut être un accompagnement individuel personnalisé aussi en interne par une personne RH ou par son manager. Mais ça dépend si le manager lui-même se sent à l'aise pour accompagner la personne là-dedans et quelle est la relation entre le manager et le manager de manager. Mais ça peut Ok. être de mettre en place des suivis RH plus réguliers ou de proximité pendant une certaine période. Et puis, parfois, ça peut aller jusqu'à adapter le périmètre du manager en ayant discuté avec lui, en l'ayant interrogé, bien sûr, si il y a ce besoin-là. L'enjeu, c'est vraiment de montrer du soutien plutôt qu'une sanction et de venir interroger sur qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut venir aider le manager à redevenir un bon manager. Oh, pardon, vas-y. Non, non, je t'en Non, prie, j'allais je te dire, laisse ça, c'est finir. vraiment les actions à court terme pour éteindre le feu. D'accord. Mais du coup, je reprends. Donc on a le coaching, flash ou pas, le suivi RH plus régulier et potentiellement une redéfinition du périmètre pour, heu, soutenir le manager. Mais si je comprends bien, la passer de, bon manager à mauvais manager, c'est pas fini, quoi. On peut revenir à un niveau de bon manager. Oui, tout n'est pas perdu. Chacun peut oui, OK. oui, tout à fait. Pour moi, ça peut après, parfois, ça dépend d'où en est la personne, quelle est son envie aussi. Et c'est ce que je vous disais avec le manager de l'industrie, là. Est-ce que je l'ai mis face, OK, bah, est-ce que tu veux rester dans cette situation-là ou est-ce que toi, tu veux reprendre la main et après, c'est à la personne de décider aussi et les conséquences, les décisions à prendre au niveau de l'entreprise sur est-ce qu'on garde ce manager ou pas. Mais oui, c'est possible de redevenir, on va dire, un bon manager. OK. Et toi, tu avais aussi une question, heu, pour nos Ouais, je voulais auditeurs. juste pardon, compléter, ça c'était vraiment les actions court terme. Heu, D'accord, Après il y a des actions d'anticipation un peu en mode prévention, OK, hem, pour, essayer de soutenir les bons managers et éviter qu'ils deviennent de mauvais ou moins bons managers. Il y a les former en fait, et même les personnes qui ont déjà été formées il y a longtemps, même les managers considèrent comme bons, en fait, continuer à les former, pour leur permettre de continuer à interroger leurs pratiques, pour leur permettre de continuer à se nourrir, de rafraîchir en fait des éléments qu'ils ont déjà vus. Oui, ils connaissent peut-être une trame autour de feedback, mais ils l'ont peut-être oublié au fil du temps, etc. Donc vraiment consacrer du temps sur la formation managériale et pas que technique, outils, etc. De créer des espaces où les managers peuvent dire ce qui ne va pas. Sans que ça soit perçu comme une faiblesse ou un signal d'alarme. Donc des groupes de pairs, par exemple, de partage entre pairs, du coaching collectif ou des co-développements, des sessions de co-développement où ils vont venir interroger leurs pratiques et s'améliorer entre eux et aussi créer une cohésion, une solidarité entre les managers et donc ils vont pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Bon, voilà, je m'arrête là. si tu en veux un de plus, n'hésite pas, hein. On a encore un peu le temps. Sur le mode de prévention, le troisième point, mais qui n'est pas, je trouve, le plus évident, c'est observer comment fait le manager, ses pratiques et pas seulement les résultats. Parce que le résultat, comme je vous ai les chiffres de l'équipe peuvent être bons pendant plusieurs mois et pour autant, l'équipe peut s'épuiser, le manager peut avoir changé ses pratiques, espacé ses rituels, etc. Mais voilà, ça peut prendre du temps, ça reste de l'érosion, comme je vous disais, et ça peut prendre du temps avant de voir l'impact. Et par exemple, la dernière fois, j'étais auprès d'un codir d'une Femtech et qui disait on nous a remonté dans nos fameux questionnaires employés, on nous a remonté que la charge de travail était trop forte auprès des équipes, mais en même temps, on ne fait rien, on n'apporte pas de réponse aux managers.
est-ce qu'on accepte que c'est ça notre norme, que c'est normal ou pas, quoi. Et ils sont venus se challenger là-dessus, quoi. Et pourtant, les résultats de l'entreprise et des managers et des équipes étaient encore bons. Mais ils ont essayé de se dire, OK, comment on peut prévenir les impacts potentiels. C'est super intéressant parce qu'effectivement, j'observe ça, se dire, parce que ça fonctionne, les résultats sont là, on s'inquiète pas et effectivement, avoir cette posture-là, souvent, ça mène à des incendies ou en tout cas des situations qui dégénèrent parce que, finalement, les raisons qui amènent à une, comment dirais-je, à des problèmes de management et ben, en fait, ils apparaissent depuis déjà, pas mal, Mmh, de mois. Donc et en plus, ça me fait penser mais merci, tu me donnes des billes pour mon animation, parce que j'avais le cas de personnes qui me disaient, «Bah, non, moi, tout va bien dans mon équipe, les résultats sont là», et quand je questionnais un peu les pratiques et bah, je me disais: «Ouh là là, en fait, qu'est-ce que ça va donner dans 6 mois?» et cetera. mmh, Donc merci et un autre point qui m'a interpellée, c'est, tout à l'heure tu disais, que, quels sont les moments où un manager peut basculer? Tu parlais des managers qui sont dans une posture de confort et qui mmh, questionnent pas leurs pratiques. Je trouve ça ultra difficile à détecter, surtout s'ils sont bons d'aller dire, tu as parlé de la formation pour venir pour rafraîchir et d'avoir des espaces de dialogue. Je pense que c'est tellement sous-estimé, parce qu'on pense que la formation, forcément, ils vont apprendre de nouvelles choses, mais mmh, se dire juste, bah, par rapport aux connaissances que j'ai aujourd'hui, quel est le niveau de pratique actuel et quels sont oui, le quel est le niveau réel que j'ai? Et je trouve ça vraiment, trop entre guillemets «sous-coté». mmh, Et je me dis: «Mais en fait, on fait souvent de la formation à une prise de poste mmh, ou tous les 10 ans quoi». Et se dire que la formation, elle a un autre intérêt. Oui, c'est de donner des bonnes pratiques, mais c'est peut-être les revisiter, mmh, les re-questionner avec les nouveaux outils, la nouvelle génération. mmh, Audi parlait, tout à l'heure de personnes, donc de jeunes personnes, avec des capacités de concentration, mmh, heu, mmh, plus faibles. Bah, c'est un vrai sujet. Comment on fait? Comment on voit nos pratiques de management qui fonctionnent, qui ont des bons résultats, mmh, avec ces nouvelles, populations? oui. Hem, non mais merci pour tous ces tips, Margot. C'était très riche. Est-ce que dans le chat, vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Bon, remarque, hein, même si c'est Oui, pas une c'est vrai. question. N'hésitez pas pour, la sécurité psychologique, on peut vous envoyer la ressource complète. Margot nous a proposé un test à faire passer à vos équipes, et tous ceux Questionnaire. qui un Mmh. questionnaire, pardon. J'ai dit quoi? Tu dis test. Non, mais test, ça Ah fait il y a pardon. une bonne ou mauvaise réponse, c'est pour ça que je Oui, c'est précise. vrai, pardon. Un petit questionnaire, pour voilà, évaluer le niveau de sécurité psychologique dans vos équipes. Si vous le voulez, écrivez-moi. Donc je vais vous mettre mon adresse mail. C'est souad@fasterclass. Je peux vous l'envoyer sans problème et avec le petit tableau que Margot vous a présenté qui est super intéressant avec toutes les étapes. Je trouve qu'il était, super clair. Hop là. Hem, Karine te remercie. Merci beaucoup pour cette masterclass. Ça fait avancer la réflexion et l'attention à l'autre au sein des équipes. Très juste. Mmh. Pauline, elle est preneuse. Pauline, n'hésite pas à je vois juste un prénom, donc n'hésite pas à m'écrire. J'ai mis mon adresse mail, plus haut. Margot, est-ce que tu aimerais donner un petit mot, de la fin? Mmh. Bah, pour eux, bah, c'est en lien avec ce que tu as dit juste avant, hein, mais que pour moi, on abandonne trop souvent les bons managers en se disant que ça roule, et que c'est OK pour eux, et on se focalise, je vous le disais aussi, hein, mais sur ceux pour qui c'est plus difficile. D'ailleurs, c'est parfois souvent eux qu'on propose les formations, qu'on va faire des points RH réguliers avec eux, etc. Mais un bon manager qui est laissé sans accompagnement ou très faible dans un environnement qui est exigeant avec les bouleversements économiques, mais notamment et surtout technologiques qui arrivent, en fait, c'est comme une plante qu'on arrête d'arroser parce qu'elle pousse bien, parce qu'elle est belle, elle fait des jolies fleurs. Pendant un moment, elle tient sur ses réserves, et puis même pendant la canicule, mais on se rend compte quelques jours après la fin de la canicule que et bah, finalement, elle a cramé, et elle est toute flétrie. Et du coup, c'est comment on continue même à arroser les bons managers, à les accompagner. Voilà. Très jolie métaphore ça. Bah, très Ça me parle beaucoup. d'actualité avec la canicule. Oui, c'est clair, Voilà, mais on sent la fleur, c'est très joli. Très, très joli. Je te la reprendrai, je la piquerai Margot. avec plaisir. Hem,
peut-être pour une dernière question, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat ce que vous retenez principalement de ce webinaire? Ça peut être Oui. intéressant, pour Margot et moi. Sachez que, c'est le dernier de la saison, comme je vous l'ai dit en introduction. N'hésitez pas aussi, si vous voulez m'écrire pour me poser des questions et me proposer des futurs sujets. Je suis preneuse, je n'ai pas encore calé l'agenda, pour la fin de l'année entre septembre et décembre prochain. Si vous voulez avoir des personnes aussi, des intervenants, je suis preneuse d'idées et si on peut, co-construire et en plus vous apporter des réponses et vous aider, voilà, je suis toute oui et je vous lirai, avec grand plaisir. Et merci pour ceux qui ont partagé, qui ont posé toutes vos questions. Hem, Rudy nous dit, hop là, donc lui, ce qu'il a retenu, la sécurité psychologique, les signaux d'attention plus la prévention vers le manager. Ouais, merci, c'est effectivement dense. Oui. Armel nous dit: «Merci, je retiens la nécessité de rester attentif, surtout aux bons managers». Ouais, c'est un message puissant. D'autres, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup, Margot, pour ton temps et tous ces éléments très, très riches. J'espère qu'on aura sauvé ou qu'on sauvera des managers, Mm. de cet épuisement-là. Enfin, c'est ce que j'entends. C'est surtout un épuisement et des fois d'être trop bon pendant une période, et bah, ça a des conséquences. Merci beaucoup à tous. Ouais, merci Bel beaucoup. été. Très bel été. Prenez soin de vous, buvez de l'eau. Arrosez Heu, vos managers, arrosez vos c'est plantes. c'est clair et puis, comme je vous l'ai dit, on se dit, à la rentrée. Certainement, on reprendra mi-septembre et déjà Margot, tu m'as merci pour les propositions de ce matin sur les sujets. Je prends note et je prépare tout ça. On vous embrasse très fort, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye bye.